Alors, en vous inscrivant, vous avez vu également le code qui nous permet d'évoluer sereinement dans cet espace. Évidemment, vous êtes encouragé à réagir dans le respect des uns et des autres. Vous pouvez, si vous souhaitez intervenir, poser une question, mettre une étoile dans le chat. Il y aura des temps qui seront dédiés aux questions. Il y aura un petit moment interactif à la fin de de cette session. Donc, sans plus attendre, je vais vous présenter les participants qui sont joints à moi pour parler du mythe qui entoure la conversion des majors pétrolières et particulièrement le cas de Total. Moi, je travaille pour 350.org, je m'appelle Clémence et je suis basée à Paris en France. Il y a Romain Iwalalen qui travaille pour All Change International, qui est une organisation internationale qui a fait beaucoup de recherches justement sur le sujet depuis des années. Laurette Philippot, qui travaille pour les Amis de la Terre France et qui est chargée de campagne finance privée. Mon collègue Landrine Teretse, dirige nos campagnes en Afrique. Et enfin, on a aussi Marie Toussaint, qui est eurodéputée Europe Écologie Les Verts, et qui viendra nous faire aussi un retour d'expérience des combats menés au niveau européen. Pour vous présenter le déroulé de la session, on va commencer par Romain qui nous fera un état des lieux un peu des trajectoires climatiques des majors, puis Landry qui fera un zoom particulier sur des projets qui sont évidemment incompatibles avec le climat, mais pas que, avec le respect des droits humains et tout ce que ça accompagne en Afrique, à savoir le projet ICOP et un énorme projet gazier au Mozambique. Ensuite, je vous dirai quelques mots sur l'histoire du mouvement et comment le mouvement s'est organisé pour être en solidarité face à ces luttes locales et s'attaquer au système de l'industrie. Et Laurette viendra zoomer à nouveau sur la manière dont en fait, s'attaquer aux piliers de la finance est essentiel. Et enfin, Marie, comme je le disais, nous fera un retour sur les combats qui sont menés au Parlement européen. Merci à nouveau d'être présent et je laisse la parole à Romain. Merci beaucoup Clémence, bonjour à toutes et à tous. Comme Clémence l'a dit, je m'appelle Romain, je travaille pour une ONG basée aux États-Unis qui s'appelle All Change International. On travaille depuis des années à faire campagne pour exposer les vrais coûts de l'industrie fossile, que ce soit en termes climatiques ou humains. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler en particulier du pari gazier que sont en train de faire les majors du pétrole et en particulier Total, et les conséquences de ce pari sur la crise climatique. Donc, j'ai deux objectifs avec cette session. Le premier, c'est de vous montrer que le gaz qu'on appelle naturel, qui est en fait du méthane, qui est un gaz fossile, est totalement incompatible avec les objectifs de l'accord de Paris. Et je voudrais aussi essayer de vous donner quelques clés d'analyse et de compréhension de tous les plans qu'on voit émerger, des plans climat des majors pétrolières. Les messages principaux à retenir de cette présentation, c'est assez simple. On voit que les majors pétrolières sont en train de faire mine de prendre en compte la contrainte climatique ou la crise climatique, mais la réalité, c'est qu'elles sont en train de faire un énorme pari sur le gaz. Ce pari, c'est une vraie bombe climatique qui est à retardement, mais qui est en réalité déjà en train d'exploser. Je vous montrerai pourquoi. Et il en découle qu'en fait, tous ces plans climat des compagnies pétrolières sont très largement incompatibles avec les objectifs de l'accord de Paris.
et pas du tout réaliste compte tenu de la crise climatique à laquelle on fait face. Donc, je vais commencer par regarder un peu ce qui a été annoncé par les compagnies pétrolières et en particulier par Total, mais c'est assez courant, en particulier chez les majors européennes, d'avoir des mêmes types d'annonces. Donc, vous voyez là, je vous ai mis quelques titres de la presse ces dernières années. On voit une multiplication de plans, d'ambitions autour de la neutralité carbone, autour du climat, qui sortent des majors pétrolières, en particulier depuis l'an dernier, mais même si ça monte en puissance depuis un peu plus longtemps. Et voilà, on parle tout le temps d'ambition climat et de neutralité carbone à horizon 2050. Et voilà, il y a une tentative marketing vraiment très coordonnée et très sophistiquée même de montrer que, en gros, les compagnies pétrolières sont la solution face à la crise climatique. Et vous voyez tout en bas de mon slide, vous avez une de mes citations préférées des dernières années. Sans Total, la transition énergétique risque d'attendre longtemps. C'est quand même sacrément culotté, mais ils ont peur de rien. Et pourquoi on voit tout ça? Pourquoi on voit toutes ces annonces? Parce qu'en fait, le paysage pour les compagnies pétrolières a beaucoup changé ces dernières années. La crise du Covid leur a fait très très mal financièrement. Ils ont perdu des quantités astronomiques d'argent. Ce n'est pas pour ça qu'elles sont particulièrement en danger à court terme, mais le secteur n'a jamais perdu autant d'argent qu'en 2020. Et pourquoi? Parce que la demande, ça a attaqué profondément la demande en pétrole et en gaz. Et surtout, ça c'est à court terme, mais c'est surtout beaucoup d'analystes disent maintenant qu'on est probablement au niveau du pic de demande pétrolière mondiale. C'est-à-dire que la demande de pétrole n'augmentera plus jamais. Ce qui veut dire que le futur du secteur est assez sombre dans son modèle économique actuel. Donc, ils ont besoin de se réinventer, ils ont besoin de réinventer leur business model. Et comment ils le font? En essayant de surfer sur ce qu'ils voient comme une opportunité, c'est-à-dire la transition. Sauf que la définition de la transition énergétique, on va le voir, pour une compagnie pétrolière, ce n'est pas la même que pour la plupart des gens. Donc, il y a vraiment un pari voilà, d'essayer de se rebrander, comme on dit, comme des entreprises vertes. Ça passe par trois choses en particulier. Quand on commence à gratter un petit peu sous la surface de ces effets d'annonce et qu'on regarde les plans des compagnies, il y a trois dimensions qui sont particulièrement visibles. C'est un tout petit peu technique, mais je vais essayer d'expliquer pourquoi c'est important. Le premier, c'est la neutralité carbone. Schématiquement, la neutralité carbone, en particulier à 2050, ça consiste à dire on aura un équilibre entre nos émissions, ce qu'on émet dans l'atmosphère et ce qui sera absorbé soit par des technologies, soit par la nature. Vous remarquerez que ça ne veut pas dire qu'on sera à zéro émission. Ça veut dire qu'on arrivera à un équilibre entre les émissions et les puits de carbone. Donc ça, c'est voilà, la grande annonce. Toutes les compagnies, même de tous les secteurs, maintenant, veulent être neutres en carbone. Ça pose de nombreuses questions parce que déjà, comme je disais, ça ne veut pas dire zéro émission. Et deuxièmement, ça veut dire qu'il faut qu'en face, il y ait un moyen d'absorber ce carbone. Et il y a des quantités limitées de puits de carbone, que ce soit dans les forêts, les sols ou les océans. Donc, il y a un pari qui est fait sur des technologies qui relèvent à l'heure actuelle de la science-fiction pour absorber les émissions de carbone et pour être à moins de zéro ou à zéro au total. Le deuxième truc qui est assez important, c'est l'histoire des scopes, donc ce qu'on appelle les périmètres d'émission. Schématiquement, il y a trois périmètres d'émission pour une entreprise comme une boîte pétrolière. Le premier, c'est les émissions dont on est directement responsable, donc schématiquement, le CO2 et le méthane qui est émis juste en extrayant le gaz et le pétrole de terre. Le deuxième périmètre, c'est ce qu'on appelle les émissions indirectes, c'est-à-dire liées à l'énergie qu'il faut pour faire tourner, par exemple, les plateformes pétrolières. Et le troisième périmètre d'émissions qu'on compte quand on regarde les émissions d'une entreprise, c'est les émissions liées aux produits que l'entreprise fournit, en l'occurrence, le pétrole et le gaz extraits par ces entreprises. Il est clair que pour une entreprise pétrolière et gazière, les émissions du périmètre 3, du scope 3, c'est-à-dire des produits fournis, sont massivement supérieures à ce qui est produit dans les autres périmètres. C'est-à-dire que
ce qu'on doit compter pour une entreprise du pétrole et du gaz, c'est vraiment les émissions faites par leurs produits, par les hydrocarbones. Or, si on regarde les hydrocarbures, pardon, et si on regarde tous leurs plans, et en particulier celui de Total, ils s'engagent beaucoup sur la neutralité sur les tout petits périmètres d'émissions, des 5% d'émissions directes et indirectes qui sont dans les périmètres 1 et 2, et sur la vaste majorité de leurs émissions, on a des chiffres beaucoup plus vagues, beaucoup plus compliqués, ils essaient de noyer le poisson. La réalité, c'est que ils n'ont pas de stratégie pour réduire leurs émissions de manière absolue. Et ça m'amène au troisième point qui est important aussi, c'est la question de l'intensité carbone. Une boîte comme Total va dire on va réduire l'intensité carbone de notre portefeuille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on va réduire la quantité de CO2 par énergie produite. Ça ne veut pas dire qu'on va réduire la quantité totale de CO2 qu'on va émettre, mais ça veut dire qu'on va investir plus vite dans, par exemple, les renouvelables que dans les hydrocarbures, excusez-moi. Et du coup, ça ne veut pas dire qu'on réduit nos émissions. Tout ça pour dire que tout ça, c'est un édifice sémantique et intellectuel qui est fait pour créer de la confusion, en particulier auprès des analystes et des médias, et qui cache une seule et simple réalité, c'est que Total, ainsi que l'ensemble des majors pétrolières, n'a aucunement l'intention de sortir des énergies fossiles, et au contraire, est en train de préparer un pari massif sur ce qu'ils appellent le gaz naturel. Comme j'ai dit, ça n'a rien de naturel, c'est du méthane, c'est du fossile. Et on le voit, là je vous ai mis dans ce slide des bouts du rapport climat de Total de l'an dernier qui montrent très bien que les ventes de gaz naturel liquéfié vont doubler entre 2020 et 2030, que la part du gaz dans les ventes pourra atteindre 50% en 2030, que Total va investir massivement dans le gaz. La réalité, c'est que toute la communication de Total se fait autour des renouvelables, bien évidemment, l'entreprise verte et tout ça. Donc voilà, ça c'est la réalité aujourd'hui de ce que veut faire Total et les autres. Et la réalité aussi, et je vais passer vite sur ça, mais c'est qu'ils mettent toujours en avant leur communication sur les renouvelables. Là, je vous ai mis un graphique sur la réalité des investissements en 2019 des entreprises pétrolières. 99,20% des investissements de ces entreprises vont dans les hydrocarbures. 0,8 dans les renouvelables. Et je vous recommande aussi un rapport excellent qui est sorti récemment des amis de Reclaim Finance et de Greenpeace, qui montre que Total, alors maintenant ça s'appelle Total Energy, en 2020, je pense, a produit une unité d'énergie renouvelable pour 447 unités hydrocarbures. Donc tout le discours autour de la transition et de la diversification des entreprises comme Total, c'est du flanc. Pourquoi c'est un problème? Pourquoi cet investissement dans le gaz et ce pari sur le gaz, c'est un problème? C'est un problème parce qu'en fait, continuer à augmenter la production de gaz, c'est juste totalement incompatible avec l'accord de Paris et les objectifs pour maintenir le réchauffement, en particulier en dessous de 1,5 degré. Ça, c'est un des graphiques qu'on a produit chez OCI, qui est un peu compliqué, mais je vais passer vite dessus. En gros, ce que ça dit, c'est assez simple. Même si on faisait disparaître du jour au lendemain le charbon, le CO2 qui est contenu dans les champs déjà exploités de pétrole et de gaz au niveau mondial, juste ça, juste ce qui est déjà en exploitation, suffit déjà à nous faire passer au-dessus du budget pour 1,5 degré. Si on rajoute les émissions d'autres secteurs qui sont durs à décarboner, par exemple le ciment, et évidemment, le charbon ne va pas disparaître du jour au lendemain, on voit qu'on est déjà au-dessus de 2 degrés. Donc, rien qu'avec les réserves actuelles, on passe au-dessus des budgets carbone. Donc ça, c'est déjà une réalité crue que les compagnies font semblant d'ignorer. Une autre manière de le voir, c'est qu'est-ce qui serait nécessaire pour arriver à tenir le budget carbone de 1,5 degré en termes de production de pétrole et de gaz. Alors ça, c'est un rapport qui s'appelle le Production Gap Report, qui est sorti l'an dernier et qui dit la chose suivante. La production mondiale de pétrole et de gaz doit diminuer de 4% pour le pétrole et de 3% par an entre maintenant et 2030 si on veut tenir l'objectif de 1,5 degré.
sur la trajectoire actuelle de production, qui est telle qu'elle est prévue par les compagnies pétrolières et par les gouvernements, on va sortir de terre d'ici à 2030 2 fois la quantité d'hydrocarbures qui serait compatible avec 1,5 degré. Donc, c'est les courbes rouges sur le graphique. Tout ça pour dire qu'on est très, très loin. Le gaz n'est pas du tout compatible, il n'y a pas d'espace pour le gaz dans les budgets carbone. Ça, c'est une autre manière de le voir. Et ça veut dire que d'ici 2030, il faudrait que le pétrole ait baissé de 44% au niveau mondial et le gaz de 39%. Donc, vous voyez qu'on n'est vraiment, vraiment pas aligné. Et le pari des compagnies pétrolières est vraiment un pari qui est profondément dangereux. Et juste pour finir sur ça, le gaz, c'est déjà un problème à l'heure actuelle. Ce n'est pas un problème dans 2030 ou 2040. Et en particulier parce que la production de gaz mène à des fuites de méthane, des fuites de gaz qui sont vraiment conséquentes. L'Agence spatiale européenne a fait une étude qui montre que sur les 100 plus grosses zones d'émissions de méthane au monde, la moitié viennent de l'industrie pétrolière et gazière. Et 4% du gaz qui est produit aux États-Unis finit dans l'atmosphère parce qu'il fuit, tout simplement. Vous voyez là une image infrarouge d'une installation gazière qui fuit du méthane. Et ces 4%-là font qu'en fait, le bénéfice qu'on compte avoir du gaz par rapport au charbon, par exemple, est totalement annulé. Donc, c'est un peu compliqué, mais pour résumer, continuer à augmenter la production de pétrole et de gaz en particulier jusqu'en 2030, c'est totalement incompatible avec les objectifs de l'accord de Paris. Ce qui veut dire que la seule manière pour une compagnie pétrolière d'être sérieuse sur sa contribution à l'accord de Paris, c'est d'avoir un plan qui mène à réduire sa production de pétrole et de gaz. Or, ce n'est pas ce qu'on voit. La réalité, c'est que ce n'est pas du tout ce qu'on voit, et je vais regarder un petit peu rapidement, mais dans ce qui a été fait. Les questions qu'il faut poser maintenant quand on voit un plan sortir d'une compagnie pétrolière, qu'est-ce qu'il faut se poser comme question pour savoir si c'est compatible avec l'accord de Paris ou pas? La première question, c'est quelle est la trajectoire de diminution de la production de pétrole et de gaz qu'il y aura d'ici 2030 et pas d'ici 2050, parce qu'il faut que ça commence dès maintenant si on veut respecter le budget carbone. Et du coup, la deuxième question, c'est quels sont les projets que ces compagnies-là vont mettre sous le tapis ou vont annuler pour s'aligner avec cette trajectoire-là. Parce qu'on ne peut pas dire on va continuer à investir, et on va en parler tout à l'heure, dans des projets massifs d'extraction de gaz en Afrique, dans l'Arctique et ailleurs, tout en disant qu'on va continuer à s'aligner sur l'accord de Paris. Et au final, la grande question, c'est le GIEC dit que si on veut tenir l'objectif d'1,5 degré, il faut réduire les émissions de 50% dans la prochaine décennie. En quoi ces plans-là sont compatibles avec ça? Je ne vais pas faire ça dans les détails, mais on a sorti un rapport qui s'appelle Big Oil Reality Check, où on pose ces questions et on analyse tous les plans des compagnies pétrolières sur la base de ces questions. Le rapport est disponible sur Internet et vous voyez sur cette slide et sur celle-ci qu'il y a beaucoup de rouge et beaucoup d'orange dans ces plans, c'est-à-dire qu'au niveau du secteur, on est très très loin de s'aligner avec ce qui serait nécessaire pour tenir les objectifs de l'accord de Paris. Voilà, j'en ai fini. Excusez-moi, j'ai été un peu long. Je serais ravi de répondre à vos questions. Pas du tout long, Romain. Et merci beaucoup pour cette présentation. Et ça montre bien, en effet, que au-delà de toute la complexité, ce que disait le mouvement pour la justice climatique est répété au fur et à mesure des actions et des manifestations qui étaient Keep it in the ground. On parlait bien non seulement du charbon, mais aussi du pétrole et du gaz. Et en fait, à partir du moment où il y a des nouveaux projets fossiles, eh bien, c'est qu'ils ne sont pas alignés. Et puis, le titre de cette session, à nouveau, s'appelle Les mythes de la conversion des majors pétrolières. Mais si ce mythe peut exister, par exemple, en France, où moi, j'entends souvent des gens me dire oui, mais quand même, ils sont en train de s'y mettre. Maintenant, ils ont compris. Bon, en fait, par exemple, il y a
pour toute une partie de la population, justement, en dehors de la France, ce mythe n'est pas viable puisqu'ils subissent justement de plein fouet les impacts de l'extractivisme de Total et des abus de pouvoir qui sont commis aux quatre coins de la planète. Donc, c'est ce dont va nous parler Landry. Peut-être si vous avez des questions spécifiquement sur la présentation de Romain, n'hésitez pas à les poser maintenant, sinon on pourra y revenir plus tard. Vous avez le chat pour poser la question, vous pouvez aussi prendre la parole, comme vous préférez. Et si les questions nous arrivent après, à nouveau, on pourra y répondre. Donc, il y a un intérêt pour que Romain, tu transmettes ta présentation, qui était extrêmement intéressante pour retranscrire ce qui se passe dans le chat. Donc, je te laisse la partager ici. Et puis, pour tous ceux qui nous regarderont après, vous pouvez trouver beaucoup des informations qui ont été transmises par Romain sur le site Oil Change International. Voilà, bah, merci beaucoup. Et puis, Landry, donc je te laisse prendre le relais. Merci beaucoup, Clémence. Bonjour à tout le monde. Merci pour cette opportunité de présenter très brièvement quelques, je pense, 2 grands projets de Total, que Total mène, est en train de mener en Afrique de l'Est, en Afrique australe. Mais avant de zoomer particulièrement sur le EACOP, qui est le East African Crude Oil Pipeline, et le projet gazier au Mozambique, j'aimerais quand même faire un petit zoom out, retour en arrière pour présenter le cadre. C'est que la façon dont la multinationale se présente en Afrique, c'est que c'est une pure continuation de la France-Afrique qui a toujours été présente depuis les indépendances. Comme vous le savez, après la fameuse période de post-indépendance, la France a pu mettre en place des stratégies ou avoir des compagnies qui assurent son avenir énergétique. Et ceci au détriment, malheureusement, des populations et des communautés là où, que ce soit le pétrole ou le gaz sont exploités. C'est que tout simplement, on l'a vu précédemment, Algérie, Gabon, Cameroun, Congo-Brazzaville. Mais face à l'épuisement des ressources dans ces pays-là, nous voyons une expansion en dehors du fameux précaré où Total avance vers de nouveaux territoires et est à la conquête de nouveaux territoires, notamment en Afrique de l'Est et en Afrique australe. Ce qui m'amène à parler spécifiquement donc de l'EACOP, qui est un projet désastreux, monstrueux, et qui met la vie de centaines de milliers de personnes aujourd'hui en péril et qui pourrait juste générer des bénéfices pour la compagnie en grande partie et de très maigres ressources même pour les gouvernements, notamment le gouvernement ougandais et le gouvernement tanzanien où, comme vous le savez probablement, ce sont de pires dictatures. Nous avons par exemple en Ouganda un président qui est là depuis les années 85-6, presque 40 ans au pouvoir. Il vient d'ailleurs de se faire réélire dans des conditions super contestables, très récemment au mois de janvier. Et il le fait, et il a mise, et le président Museveni a misé et continue de miser justement, et a fait miroiter les populations avec toute la propagande, les promesses en termes d'emploi, en termes de bénéfices que les populations pourraient tirer, mais ce n'est qu'un mythe, tout simplement. Juste pour ajouter ce que Romain nous a dit précédemment dans sa présentation, la major, elle est bien partie pour ne jamais atteindre les objectifs qui sont fixés, que ce soit dans la Côte de Paris ou les autres cibles qui sont mises là-bas, parce que il n'y a rien de conversion ou d'adoption des renouvelables. Ce n'est qu'un mythe, ce n'est qu'une stratégie de communication pour essayer peut-être de projeter une image verte, s'attirer les sympathies, mais la réalité est que les projets de Total, particulièrement en Afrique, ont été désastreux, sont désastreux pour le moment, et si rien n'est fait, continuent d'être désastreux. Très rapidement, pour parler de l'EACOP,
pourquoi nous, au niveau de 350, nous militons et nous soutenons et surtout la résistance locale pour l'arrêt de ce projet, c'est que c'est un désastre pour les communautés. Nous avons par exemple le fameux oléoduc qui va traverser depuis l'ouest de l'Ouganda jusqu'à la côte indienne sur plus de 1500 km et va déplacer à peu près plus de 100 000 villageois, communautés, et qui survivent justement de l'agriculture, de la pêche, du tourisme et du petit commerce, et qui sont aujourd'hui exposés et qui sont livrés à eux-mêmes. Il y a ils ont crié, ils ont lancé, élevé leur voix, ils ont été soutenus par les partenaires qui sont ici sur cet appel, mais la lutte continue. Donc, ce sont des communautés aujourd'hui qui crient à la détresse et qui crient au secours et qui, malheureusement, ne sont ni entendus par le gouvernement local ou encore moins par Total. Donc, les conséquences sur les populations affectées, les communautés, c'est un tableau complètement désastreux. Parlons aussi du climat. Hein. Au moment où, évidemment, tout le monde est à la transition, on parle de la juste transition vers les renouvelables, nous avons aujourd'hui un projet qui risque de déterrer quelque chose comme estimé à plus de 34 millions de tonnes de CO2 par an. Ça, c'est un tel chiffre, c'est effrayant, c'est extrêmement effrayant lorsque, évidemment, il y a de l'autre côté une stratégie de communication qui veut présenter que la major s'oriente vers la transition énergétique. C'est un mensonge qui n'a pas de nom, je dirais. Et enfin, mais aussi pour les écosystèmes, ceux qui ont eu la chance de voir quelques documentaires ou qui ont eu la chance de visiter, par exemple, cette région, l'Afrique de l'Est, notamment l'Ouganda, la Tanzanie et le Kenya, dans une moindre mesure, ce sont des parties où quand même il y a eu depuis des années des efforts pour la conservation de la nature. Il y a des écosystèmes vierges, riches et qui n'ont jamais été explorés. Il y a des menaces, plutôt des espèces menacées de distinction et qui ont pu jusqu'à présent être préservées grâce aux efforts de conservation précédents. Mais aujourd'hui, tous ces efforts-là, où on trouve des lions, des impalas, des hippos, des girafes, etc., c'est une réserve impressionnante de biodiversité qui est en train de disparaître sous nos yeux, justement à cause de cet oléoduc qui est désastreux. Il y a un autre aspect quand même que je vais aussi développer. Pourquoi de tels projets, notamment l'UCOP, ne doivent voir le jour? C'est que, comme vous le savez, à travers la diplomatie économique et énergétique, Total et le gouvernement français, dans une certaine mesure, soutient et entretient les dictatures qui sont dans la région. Ça a été le cas précédemment, que ce soit au Nigeria, en Angola, Afrique centrale, notamment le Congo-Brazza et le Gabon. Donc, ce sont des instruments des deals qui sont faits entre la major et les régimes en place pour préserver les intérêts qui ne reviennent qu'à eux, mais où les populations locales ne voient aucune retombée de ces projets-là. Donc, c'est une compagnie extrêmement dangereuse, extrêmement désastreuse et qui met en péril la vie des populations et qui, malheureusement, entretient des régimes autocratiques, dictateurs et qui n'accordent aucune vraiment attention sur le bien-être des populations. Ça, c'était juste l'ICOP, un peu de moins, évidemment, on pourra y revenir. Et si je passe rapidement sur l'autre projet qui a fait très récemment aussi la une de l'actualité, c'est le Mozambique, ici à côté. Bon, je suis au Kenya, c'est un peu en bas quand je fais comme ça. C'est un autre cas d'étude qu'il est très intéressant de développer et d'analyser, parce que la façon de les attaques qui ont été présentées comme une insurgence islamique avec la menace du terrorisme, Al-Shabaab. Hein, tout le monde, quand on entend Al-Shabaab, c'est ISIS, c'est Al-Qaïda, il y a toute une panique. Mais il faut bien connaître, zoomer un peu en arrière
pour voir d'où est-ce que ce pays est en train de venir et pourquoi aujourd'hui, d'emblée, d'un coup, ces attaques, la violence et les autres tragédies qu'on a vues au cours de trois, je pense, 2 dernières semaines. Pourquoi ça arrive aujourd'hui? C'est que le Mozambique, tout simplement, a connu une guerre civile dans les années post-indépendance. Il y avait l'affrontement des blocs ouest-est avec la guerre froide. Et il y a eu un des blocs, le bloc, je dirais, soutenu par l'Ouest, qui est parvenu à arriver au pouvoir et qui, malheureusement, n'a pas su mettre en place une politique où qui favorise le partage équitable de ressources. Aujourd'hui, nous sommes en face à des communautés, notamment autour de la région de Cabo Delgado, des communautés, comment dire, affamées, des communautés sans accès aux ressources, des communautés marginalisées et qui se sont organisées. Depuis qu'il y a eu la fameuse découverte de gaz dans cette partie-là, c'est là où c'est très curieux de voir que c'est à ce moment-là où ce qu'on présente comme des mouvements insurrectionnels voit le jour. Et j'ai oublié aussi de mentionner que dans le cas aussi de l'ICOP en Ouganda, il y a la fameuse rébellion je pense que ça s'appelle l'AFD, qui font la navette entre l'Ouganda et le Congo démocratique, et qui sont aussi très curieusement présentés comme des terroristes travaillant avec ISIS, Al-Shabaab, etc. Donc, il faut pouvoir décrypter tous ces faits, zoomer un peu, voir les connexions et surtout voir que il y a une connexion, il y a des liens directs entre la découverte ou toutes les promesses et tout, je dirais, l'engouement que suscite l'annonce ou la découverte, que ce soit des puits pétroliers ou des chantiers gaziers, avec, comme par hasard, des crises sécuritaires, où aujourd'hui, par exemple, si je reviens un peu sur le cas du Mozambique, il y a toute une batterie comment on appelle ça, de, euh, de services sécuritaires, de milices privées qui sont envoyées par différents gouvernements, qui sont des gouvernements africains, l'Afrique du Sud en premier lieu. On voit la Russie aussi qui se mêle dans cette histoire. Le Portugal, ancienne puissance colonisatrice du Mozambique, qui s'est dit prêt à intervenir. Et on se demande si c'est vraiment dans l'intérêt des populations locales ou si c'est plutôt une alliance géostratégique, politique derrière des forces et des gouvernements du Nord pour s'assurer que tout simplement les intérêts de la major sont préservés. Donc, face à devant ce tableau plutôt sombre et inquiétant, et où il y a non seulement les vies des populations sont en danger, où le climat est presque complètement oublié malgré toute la propagande médiatique faite par la major et ses associés, et évidemment les gouvernements et les élites corrompues qui sont derrière, parce que c'est eux qui autorisent de tels projets de voir le jour. Évidemment aussi, on est en train de parler de les mythes de la conversion, mais il faut aussi pointer du doigt la responsabilité des gouvernements qui autorisent le démarrage ou le lancement de tels projets. Alors, face à tout cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons mis en place une stratégie. Nous travaillons essentiellement avec la société civile locale et les communautés pour une résistance acharnée. De même que les communautés au Nigeria ont, pendant des décennies, lutté contre Shell, entre autres, et les autres, BP, ExxonMobil et Total, nous voulons voir la même chose se réaliser. Nous avons de braves communautés dans la partie ouest de l'Ouganda qui aujourd'hui résistent malgré toutes les pressions, intimidations, menaces directes et attaques qui sont faites sur elles, mais qui ont dit non à ce projet. Et nous sommes en train de les soutenir, de les organiser, et ils auront justement au cours de cet espace du rassemblement mondial l'occasion d'intervenir. Une des communautés pourra intervenir demain pour parler de leurs expériences, comment ils luttent et résistent dans un régime totalitaire et fermé. Nous devons aussi besoin
constamment exposer la véritable réalité et la véritable réalité qui se trouve derrière. Parce que peut-être une certaine opinion voit la compagnie comme une compagnie responsable qui s'engage dans une forme de transition. Mais la réalité sur terrain est tout autre. Donc, exposer constamment pour alerter et éclairer l'opinion mondiale sur ce que c'est Total en Afrique. Un autre aspect non moins important, et qui, je dirais même, c'est le nœud de la guerre, sans lequel ces projets ne peuvent pas voir le jour, c'est le financement. Nous devons nous assurer que les banques et les institutions financières derrière ce projet se désistent. Nous avons fait pression à 350 en collaboration avec nos alliés pour amener les principales banques derrière, notamment le projet de l'ODUC en Afrique de l'Est pour qu'il se désengage. Sur une liste de 23, aujourd'hui, 3 se sont clairement désengagés, mais nous avons encore des gros poissons qui résistent à la pression. Il y a évidemment avec tous les partenaires des appels et un travail extrêmement important de plaidoyer qui continue pour les ramener à la raison, pour qu'ils quittent ce projet. Et enfin, je terminerai par cette quand même exemple réussi de résistance communautaire au Kenya. Ce n'est pas directement avec Total, mais c'est un cas où il y avait aussi un projet il y a quelques années de démarrer un projet charbonnier sur la presqu'île de l'Amont. Et c'est très curieux de voir que de tels projets sont présentés justement dans des écosystèmes purs, vierges, qui ont été préservés pendant des centaines, des décennies, mais où sont présentés. Donc, à travers toujours la résistance communautaire et surtout l'action juridique engagée par les communautés, aujourd'hui, le projet qui avait aussi suscité beaucoup de polémiques et d'engouement, le projet pétrolier, plutôt charbonnier à l'amont au Kenya, a été arrêté. Et c'est justement parce qu'il y a eu un engagement direct des communautés qui ont pu rencontrer les représentants politiques et financiers, les bailleurs qui étaient derrière ce projet, pour dire que ce projet ne verrait pas le jour, à moins qu'ils soient tous exterminés. Alors, devant un tel message radical, les bailleurs et l'autorité, notamment l'autorité politique chinoise, a dû faire un retour en arrière pour dire que c'est possible. C'est possible que de tels mensonges, projets qui ravagent soient stoppés une fois qu'il y a la résistance, une bonne communication, la solidarité et le travail en synergie comme ce que nous sommes en train de mener aujourd'hui. Je vais m'arrêter là pour le moment. Peut-être qu'il pourrait y avoir des échanges, des questions. Avec plaisir, je pourrais revenir. À toi, Clémence. Oui, bah, n'hésitez pas à nouveau soit à prendre la parole maintenant ou à poser des questions dans le chat. En tout cas, merci beaucoup Landry pour nous avoir exposé ces deux cas. Moi, ça me rappelle une de mes colères noires de la semaine dernière, quand l'Express, qui est un des gros tirages français, qui est un hebdomadaire, a donné sa une, donc du coup sur l'avenir zéro fossile à Total, avec une interview du PDG Patrick Pouyanné. Et ils ont mis en exergue ni plus ni moins que cette citation de Patrick Pouyanné qui dit « J'en ai assez d'appartenir au club des pétroliers que tout le monde déteste ». Et franchement, alors oui, ça vaut mieux en rire qu'en pleurer, mais c'est quand même... Comme l'a dit Landry, en fait, si tous ces drames à la fois collectifs et ciblés peuvent continuer, c'est en effet à cause de la complicité que ce soit de certains politiques, de certains médias, de certains de banques, qui en fait, par défaut, continuent d'aller main dans la main avec une industrie qui était en fait la plus puissante depuis des centaines d'années. Et il y a une autre session justement sur la manière dont les États continuent aussi de soutenir activement, de mettre leur diplomatie au service de cette industrie.
pour prolonger finalement une forme de colonialisme, puisque comme Landry l'a justement rappelé, c'est que tous ces projets ne profitent strictement pas aux communautés locales, bien au contraire, ou même au pays, parce qu'on pourrait dire il y a la destruction qui est liée en fait à l'extractivisme, d'accord, mais en fait même à l'échelle des pays, ça ne profite pas aux communautés. Donc, finalement, juste pour faire un retour, il y a eu cette résistance acharnée depuis des dizaines d'années contre ces projets là où ils se trouvent, que ce soit en Afrique, en Amérique latine, aux États-Unis, en Asie. Ils sont beaucoup moins visibles en France à nouveau. Mais il y a eu une approche quand même, un mouvement aussi en Occident justement pour agir en solidarité et attaquer cette industrie de manière sectorielle, puisque il y a les projets de Total, mais hélas, il n'y a pas que Total, il y a le reste des majors pétrolières comme Shell, BP, Exxon aussi fait beaucoup fait beaucoup de dommages. Et peut-être que vous avez entendu parler du mouvement Fossil Free. Donc, il y a une dizaine d'années, c'est des gens comme ça qui se sont organisés en fait localement pour créer ces campagnes de désinvestissement des énergies fossiles. Donc, c'est en fait utiliser des réseaux d'influence autour d'eux qui leur permettaient d'avoir plus de poids en tant que citoyens. Donc, aller demander à leur mairie, aller demander à leur école, à leur fonds de pension de cesser de donner de l'argent, en fait, d'être complice de cette industrie. Parce que finalement, ce qu'on peut dire, c'est que c'est l'industrie elle-même qui doit être au centre de l'attention quand on parle notamment de la crise climatique et environnementale. Et la nature de ce disait ce mouvement, et ce que dit encore, c'est que la nature même du business est complètement illégitime à partir du moment aussi où la science est acceptée. Et à nouveau, évidemment, on ne réduit pas les impacts de l'industrie fossile strictement au climat, puisque Landry a fait donc un exposé très succinct des différents problèmes que ça pose. Euh, donc, il y a aussi tout un effort de l'industrie aujourd'hui à continuer à se présenter comme un acteur légitime. Et c'est justement cette légitimité que le mouvement a cherché à briser depuis des années. Aujourd'hui, la campagne de désinvestissement, je crois qu'elle a remporté plus de 1500 victoires. Alors, ça peut paraître anecdotique, mais en réalité, ça a complètement modifié aussi la manière dont on pose le débat. Alors, quand on prend l'Express, visiblement, pas pour tout le monde, mais quand même, on commence à avoir de l'impact. Mais la question, c'est qu'on ne veut pas une industrie qui soit délégitimée, mais qui continue à opérer. Et c'est là que le vecteur, notamment financier, intervient. Et Laurette va le présenter de manière plus approfondie. Parce que, en fait, en brisant les piliers de soutien de cette industrie, c'est une manière dont on peut réussir à éroder son pouvoir. On a l'habitude de dire, je pense que vous connaissez cette expression, ils ont des millions, mais nous sommes des millions. Et en fait, si on voit en fait tous ces piliers et qu'on s'imagine les scier un par un, alors on peut s'imaginer se libérer des combustibles fossiles, de la destruction et tracer un avenir plus juste. Je vois qu'il y a une question dans le chat qui allait à Landry. Donc, avant de passer la parole à Laurette, on va refaire un petit retour en arrière avec Amalia qui demande est-ce que l'intervention de la France au Mali pour terrorisme est plutôt une intervention pour des ressources? Oui, merci. Rapidement, je dirais que euh, c'est- ça en fait rire en même temps. Évidemment, c'est extrêmement fâchant de voir comment de voir comment l'intervention française au Mali, aujourd'hui présentée comme une opération anti-terrorisme, avec tout ce que
tout ce qui va de pair aussi comme propagande. Il faut aussi, pour bien comprendre, un peu zoomer en arrière, voir pourquoi est-ce que le Mali se retrouve aujourd'hui en crise. Hein, c'est fort connecté avec la destruction de la Libye, avec l'intervention en Libye qu'il y a eu en 2011, je m'en rappelle bien, et qui a fait que le pouvoir, qui évidemment avait ses défauts et ses torts, de Kadhafi avait su maîtriser quand même l'influence des groupes, je dirais, extrémistes dans la région. Et depuis l'éclatement, vous savez que c'est un gouvernement, c'est un pays avec deux gouvernements, l'un à l'est, à Sirte et l'autre à Tripoli. Cela a permis non seulement je dirais, toute l'éclosion de ces groupes insurgés islamistes dans la région qui pullulent dans le Sahel, mais aussi c'est que ça a permis aujourd'hui également l'accroissement de migration, etc. Mais juste pour ne pas me perdre un peu dans la géopolitique africaine ou franco-africaine qui est évidemment très complexe, je dirais que il faut se rendre à l'évidence que l'intervention que ce soit de Serval, aujourd'hui Barkhane, n'est pas quelque chose qui n'est pas fait dans l'intérêt des Maliens ou dans l'intérêt des Africains en général. C'est que le gouvernement français a évidemment des intérêts stratégiques, des ressources, bien sûr, à défendre. Et c'est très également surprenant et intéressant d'analyser les interventions militaires françaises en Afrique, que ce soit le cas du Mali, il y a des bases militaires un peu partout, que ce soit en Afrique aussi centrale, ouest et en Afrique de l'Est, notamment à Djibouti, c'est pour s'assurer justement que les majors et les autres multinationales, Areva entre autres, gardent sécuriser, c'est pour sécuriser l'industrie extractive et s'assurer que ce soit l'uranium, que ce soit le gaz, le pétrole ou l'or du Mali continue d'être acheminé sans aucune gêne, d'être donc exploité à partir de ces pays et non vers et qui malheureusement n'ont pas bénéficié des populations locales. Et je dirais qu'aujourd'hui, il y a un fort mouvement de contestation. Les Maliens sont de plus en plus nombreux à réclamer le départ justement de troupes françaises parce qu'ils n'ont pas pu rétablir, je dirais, la sécurité qui était pourtant mise en avant comme objectif premier. Et ça fait quelques années qu'ils sont en train de s'enliser quelque chose. Et il y a de ces analystes qui disent que si ce retrait n'est pas là, il peut y avoir non seulement de nombreux dérapages, mais également une situation terrible qui pourrait s'assimiler à ce que nous avons vu à les autres interventions ratées et même désastreuses, pour ne pas citer le cas, par exemple, de l'opération turquoise au Rwanda en 1994. Voilà, donc en bref, je me suis un peu écarté, mais pour dire que ce ne sont pas faits, ce ne sont pas des opérations qui sont destinées à rétablir la sécurité ou à lutter contre le terrorisme, c'est plutôt pour sécuriser l'acheminement et l'extraction des ressources vers la métropole. Merci, merci Landry. En tout cas, évidemment, le problème de l'énergie est très transversal et donc on en aborde le volet géopolitique pourrait être une session en tant que telle. Et de même que le volet finance, donc je m'excuse par avance auprès de vous parce que Laurette va présenter aussi succinctement seulement le volet financier. Mais à nouveau, si vous voulez creuser après cette session, vous savez, il y a beaucoup de ressources qui sont aussi sur nos sites. D'ailleurs, j'en profite pour dire, parce que je ne l'ai pas partagé, sur le cas de ICOP, il y a moyen de contribuer à soutenir justement les communautés qui se battent contre le projet. Il y a un site qui a été fait par de nombreuses organisations qui s'appelle stopicop.net. Stop ICOP. Et donc ICOP, c'est EACOP. Donc je vais vous envoyer le lien dans le chat.
et qui vous montre plusieurs manières d'agir en solidarité donc avec les communautés, et notamment une manière d'agir, si vous le pouvez, c'est aussi de les soutenir financièrement. Parce que un des aspects, par exemple, pour lequel ça a un coût, c'est aussi les répercussions légales, les menaces, et donc les problèmes de sécurité des populations. Donc, si vous en avez l'opportunité, eh bien, n'hésitez pas à le faire. Et puis, Laurette peut commencer en disant un mot, mais les Amis de la Terre ont aussi mené une action en justice contre Total sur le projet. Je vous mets directement le lien ici, et puis je laisse la parole à Laurette pour enchaîner. Oui, merci beaucoup. Je vais essayer de lancer ma présentation aussi. Est-ce que c'est bon? Vous voyez Oui, très bien. Merci pour cette invitation et bonjour à tout le monde. En effet, je vais commencer peut-être par dire deux mots sur l'action en justice qui est menée par les Amis de la Terre France et Survie contre justement les projets extractifs de Total en Ouganda. Une des batailles de la société civile dans les dernières années a été de pousser pour l'émergence d'une loi en France permettant de rendre responsables les multinationales pour leurs impacts environnementaux, sanitaires, droits humains à l'international. C'est la loi sur le devoir de vigilance des multinationales. Et donc, cette loi a été saisie par les Amis de la Terre et donc Survie pour attaquer Total en justice sur ses activités en Ouganda. Donc, pour l'instant, il y a plusieurs procès qui ont eu lieu et encore des procès en appel qui sont en perspective. Et donc, il y a cette pétition, merci Clémence de le rappeler, pour justement soutenir cette action en justice et justement dénoncer les activités de Total en Ouganda. Et donc, comme le disait Clémence, moi, je vais essayer de plus développer le côté financier aussi, comme le disait Clémence, le nerf de la guerre vis-à-vis de ces entreprises pétrolières et gazières, ces majors et notamment Total, et de leur énorme investissement continu dans les énergies fossiles. Parce que justement, comme le présentait Romain, en fait, les investissements qui ont lieu en ce moment pour développer de manière massive les pétroles et gaz, et en particulier, en effet, le gaz, nécessite pour les majors et pour Total d'aller mobiliser des fonds qui sont colossaux, à la fois du côté des banques privées au niveau international, à la fois de recevoir aussi des soutiens directs de la part des États pour que ces investissements soient assurés. Et également, c'est des entreprises qui sont soutenues de manière constante et de manière massive par tous les investisseurs au niveau mondial, donc que ce soit des banques ou d'autres investisseurs, des assureurs, etc., qui sont finalement les acteurs qui détiennent des actions dans ces entreprises-là, qui en sont des actionnaires principaux, et donc qui corroborent le modèle de Total et ses activités internationales. Pour peut-être donner un premier aperçu un peu international de ce qui se passe, ça c'est les résultats d'une recherche qui a été menée et qui a été publiée pour les 5 ans de l'accord de Paris l'année dernière par 18 ONG, dont les Amis de la Terre et dont OCI, et donc pas mal d'autres, qui se sont intéressés à 12 méga projets de pétrole et gaz au niveau international, 12 bombes climatiques qui, à elles seules, si ces réserves étaient exploitées comme les majors et comme les entreprises fossiles le souhaiteraient, consommeraient 75% du budget carbone qui nous reste pour rester sous la barre des 1,5 degrés, et donc condamnerait en fait la planète à dépasser largement ce seuil fatidique. On voit que sur les 8 projets pétroliers et gaziers qu'on a étudiés, 6 sont portés massivement par donc les grandes majors au niveau international qui sont nommées sur cette carte, et notamment par Total. Et donc nous, on est allé regarder qui sont donc les investisseurs et les banques qui sont derrière ces entreprises et qui, entre 2016, donc au lendemain de la signature de l'accord de Paris, et entre 2020 pour les 5 ans de l'accord de Paris, ont continué à soutenir massivement ce modèle-là.
de manière complètement incompatible avec l'accord de Paris. Et donc, on a trouvé justement que ces entreprises-là qui développent ces projets ont bénéficié de 1600 milliards de dollars de financement pour continuer à opérer, et notamment dans ces projets-là, sur ces 5 dernières années. Et donc, côté investisseurs, donc côté des acteurs financiers qui détiennent des actions et des obligations de ces entreprises, on avait 1100 milliards de dollars d'investissement de la part des acteurs financiers dans ces entreprises qui nous mènent tout droit au chaos climatique. Et donc, clairement, ça révèle 5 années perdues pour le climat en ce qui concerne la lutte contre le développement des énergies fossiles. Et en fait, derrière les grandes promesses et les grandes opérations de greenwashing, qui sont celles de Total, mais qui sont celles aussi des acteurs financiers, en fait, ils sont en train de créer des conditions d'un emballement climatique généralisé. Donc ça, c'est également tiré d'une étude dont Romain parlait tout à l'heure, qui a été menée par Greenpeace France et Reclaim Finance, et qui montre en fait le lien particulièrement étroit et la loyauté qui existe entre les acteurs financiers français et Total. Donc on voit que, donc là également c'est dans les 5 dernières années, donc depuis les 4 plus grosses banques françaises ont accordé 16 milliards de dollars de financement à Total pour ces activités, précisément. Donc là, en fait, le premier financeur mondial de Total, c'est Crédit Agricole, donc une des plus grosses banques françaises et internationales, qui est aussi le deuxième plus gros investisseur dans Total au niveau mondial, derrière BlackRock, donc BlackRock qui est le plus gros gestionnaire d'actifs mondial, dont on connaît les méfaits, qui est une boîte énorme. Et ben juste derrière, il y a Crédit Agricole qui soutient de manière constante le modèle qui a été présenté par les intervenants et les intervenantes précédemment. Et donc voilà, ça c'est également une étude qu'on avait menée avec Oxfam il y a 2 ans, juste pour vous montrer rapidement l'impact climatique direct qu'ont ces activités, qu'ont ces soutiens financiers. On avait pris juste donc les investissements des 4 plus grosses banques françaises à Total en 2018. Donc là, c'est vraiment que la partie investissement, donc on ne parle même pas des crédits, des émissions d'obligations, etc., qui sont une autre partie des soutiens des acteurs bancaires à Total. Et donc rien que ces investissements sur une année, ça représentait voilà, 5,6 millions de voitures à essence en termes d'émissions. Donc vraiment des conséquences climatiques qui sont énormes et qui sont finalement à imputer aux banques au moins, enfin voilà, dont la responsabilité est autant aux banques qu'à Total en soutenant ce modèle financier. Et donc, les banques françaises, et en fait, de manière générale, les investisseurs français et internationaux, on a vu que depuis la COP21, c'est des acteurs qui ont multiplié les engagements, qui se sont engagés à aligner leurs activités avec l'accord de Paris, qui sont engagés à soutenir des stratégies pour arriver à la neutralité carbone d'ici 2050. Et donc clairement, comme le disait Romain, si on veut respecter un minimum de ces objectifs-là, soutenir des modèles comme celui de Total, c'est complètement incompatible sur le papier. C'est impossible de mettre les deux en parallèle. Total ne répond absolument pas à l'heure actuelle à ses objectifs. Il n'a pris aucun engagement pour décarboner ses activités de manière à garantir un réchauffement climatique maximum de 1,5 degré. Et donc, par rapport à cette entreprise Total, qui entretient des liens avec les acteurs financiers, notamment français, très très étroits, vraiment, c'est vraiment de la très forte loyauté. On peut voir qu'il y a quand même un début de fissure qui se crée entre cette grosse major et certains acteurs financiers qui commencent à, en tout cas doucement, s'atteler au problème de Total. Et donc là, c'est les résultats d'une résolution climat qui a été portée à l'Assemblée générale 2020 de Total, qui demandait à Total de présenter une stratégie d'alignement avec l'accord de Paris, avec des cibles de réduction de ces émissions de gaz à effet de serre sur les 3 scopes dont parlait Romain tout à l'heure. Donc elle a été soutenue par 11 actionnaires de Total, dont 8 français. Donc il y en a quelques-uns qui sont nommés ici.
Mais par contre, à côté, il y a eu une très très vaste majorité des actionnaires de Total qui ont voté contre, et donc aussi des acteurs comme AXA, comme Crédit Agricole, Amundi, c'est Crédit Agricole, dont on parlait plus tôt, comme Natixis, qui ont vraiment affiché leur rejet de demander à Total une stratégie d'alignement avec l'accord de Paris, quand elle-même se targue de vouloir s'aligner avec l'accord de Paris. Donc vraiment une hypocrisie très très forte de la part de ces acteurs-là. Et donc ça, c'est mon petit tableau personnel tout rouge. Pareil, je ne vais pas rentrer dans le détail de ces différentes cases, etc. C'est un tableau qui essaye de présenter une évaluation des engagements des acteurs financiers sur les pétroles et gaz. Donc les acteurs financiers, régulièrement, font de nouvelles annonces en disant on va arrêter de soutenir telle entreprise, on va sortir des pétroles et gaz, on va sortir du charbon, etc. Donc des belles annonces, mais en termes d'engagement réel sur des critères les plus évidents. Par exemple, l'entreprise qui continue à forer, qui continue à construire des nouveaux pipelines de pétrole et gaz, etc., elle ne devrait plus être soutenue si on est crédible sur une sortie des énergies fossiles. Et ben en fait, on voit que quand on fait cette évaluation-là sur des critères qui sont, disons, basiques pour évaluer les engagements des acteurs financiers à l'aune de l'urgence climatique, le tableau est relativement tout rouge. Donc en termes d'engagement volontaire des banques, elles sont aussi dans des stratégies climat totalement incompatibles avec l'accord de Paris, et bien sûr qui leur permettent notamment de pouvoir justifier de continuer à financer et à investir dans les activités de Total. Et juste un point là-dessus, donc on voit que parmi ces acteurs qui ont beaucoup de rouge, il y a également donc, des banques publiques, la Caisse des dépôts notamment. Donc même les acteurs bancaires publics au niveau français n'ont pas vraiment, en fait, n'ont pas de stratégie crédible vis-à-vis d'entreprises ultra polluantes et des majors pétrolières et gazières, et de Total précisément. Je voulais revenir sur donc les deux projets, les deux développements pétroliers et gaziers africains dont on a parlé plus tôt, pour aussi un peu montrer de quelle manière ils sont construits en termes financiers. Et donc derrière Total, qui les soutient. Le cas du Mozambique est vraiment complètement effrayant, notamment sur la question de l'intervention non seulement des entreprises, des acteurs financiers privés pour soutenir ces projets-là, mais sur l'intervention des gouvernements étrangers pour directement subventionner ce développement gazier. Donc, il y a un projet Total qui s'appelle Mozambique LNG. Il y en a deux autres, un de Eni et un de ExxonMobil, qui se développent en parallèle et qui produisent les effets de manière concomitante qui ont été décrits plus tôt. Et donc, ces développements gaziers-là, de manière globale, il y a plein de pays dans le monde qui sont allés les subventionner directement pour s'assurer qu'ils aient lieu. Donc, il y a eu la France, il y a eu les États-Unis, il y a eu le Japon, il y a eu le Royaume-Uni, il y a eu l'Afrique du Sud, il y a eu les Pays-Bas, il y a eu l'Italie, il y a eu la Thaïlande, il y a eu la Chine, il y a eu la Corée du Sud. Donc ça, c'est des pays qui directement sont allés soutenir ces développements gaziers. La France a garanti un des premiers projets gaziers qui a été financé en 2017. Donc 2017 aussi, le début de l'insurrection au nord du Mozambique, de manière concomitante. Et donc ces soutiens publics directs de la part des puissances étrangères ont permis aux acteurs financiers internationaux de s'engouffrer dans ces projets-là, sans craindre aucunement pour leurs risques et pour leur engagement financier, étant donné qu'ils sont en fait assurés aujourd'hui par les gouvernements étrangers. Et donc là, voilà, c'est un peu la carte des engagements des banques françaises, des acteurs français. Mais il y a bien sûr énormément de banques internationales qui sont aussi engagées. Et donc là, je voulais aussi revenir sur la question du ICOP qui pourrait être financé d'un jour à l'autre. Donc il y a des premières banques qui se sont engagées à ne pas le soutenir, encore des dizaines qui ne sont pas engagées. Et notamment, je voulais juste pointer du doigt le silence assourdissant des banques françaises vis-à-vis de ce projet,
qui n'ont à ce jour fait aucune annonce, aucun engagement pour s'en dissocier, et donc montre jusque-là, encore une fois, une solidarité forte avec Total, dont il est vraiment, sur lequel il est vraiment important de les attaquer. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Et également, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Laurette. Et moi, ça me donne toujours envie d'en savoir plus. Donc, à nouveau, tu as parlé de plusieurs rapports qui sont donc accessibles soit sur le site des Amis de la Terre, soit sur le site de nos amis Reclaim Finance, Greenpeace, etc. Donc, n'hésitez pas à aller les trouver. Et d'ailleurs, on a aussi fait des rapports sur Total, sur le site zerofossile.org/total. En tout cas, pour poursuivre, donc, comment en fait tous les nouveaux projets fossiles, donc, tels que ICOP ou Mozambique, sont facilités par un réseau tel que celui des banques. Il y a aussi évidemment le levier politique. Et c'est pour ça qu'on a invité aujourd'hui Marie Toussaint à nous rejoindre. Marie, quand elle n'était pas encore eurodéputée, a été aussi fer de lance sur la question du désinvestissement au sein d'Europe Écologie Les Verts, et donc poursuit, entre autres, ce combat avec évidemment d'autres eurodéputés de tous bords, enfin pas de tous bords, mais de certains autres bords. Et donc, on est heureux d'entendre son retour aujourd'hui sur ce qui se joue en ce moment au Parlement européen. Merci Clémence. Oui, si ce serait de tous bords, ce serait super. Malheureusement, ce n'est pas tout à fait le cas. Et ben, bonjour à toutes et à tous. Moi, effectivement, je voulais... voilà, on a fait vraiment le tour des besoins en termes de désinvestissement et de changement de modèle énergétique avec Romain. Je pense que voilà, les deux dernières présentations, enfin les trois, si je compte Clémence, mais qui est aussi la grande animatrice, mais de Laurette et Landry, ont montré à quel point aussi des lois comme les lois sur le devoir de vigilance, qu'on a aussi utilisées en France, hein, avec 350 notamment, contre cette fois les stratégies climatiques, pas seulement la négation des droits humains, peuvent être essentielles dans cette bataille du climat, et qu'on a besoin de continuer à les porter. Mais moi, je voulais peut-être revenir plutôt sur la bataille qu'on mène au sein du Parlement européen pour sortir des énergies fossiles. Mais alors, on est en train d'en sortir pour le charbon, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus, sur le pétrole aussi. Mais évidemment, l'éléphant dans la pièce, c'est le gaz, contre lequel il nous faut absolument nous battre, parce que, et j'y reviendrai pendant ma présentation, mais on nous présente le gaz beaucoup comme une énergie de transition qui devrait nous aider à atteindre nos objectifs climatiques. C'est une grande fumisterie. Voilà, et donc je voulais vous raconter un petit peu tous les sujets qui peuvent nous aider à aller vers la sortie des énergies fossiles à travers aussi le désinvestissement, et puis tout ce qu'on doit gagner comme combat pour pouvoir le faire du fait du poids des lobbies. Donc, je vais essayer de vous faire un tour. Il y a beaucoup de sujets, donc je vais essayer d'être la plus claire possible. Et puis, si jamais vous avez d'autres questions, il nous restera peut-être quelques minutes, si je ne suis pas trop longue, pour pouvoir échanger dessus. Mais voilà, globalement, aujourd'hui, on a un engagement depuis déjà 1 an et demi, presque 2 ans, de la Commission européenne de faire ce qu'ils appellent le Green Deal. Alors, le Green Deal, ce n'est pas une modification de l'économie en profondeur. Le Green Deal de la Commission européenne, c'est une liste de 50 mesures à adopter d'ici 2050 pour pouvoir tenir de nouveaux objectifs environnementaux qui seraient supposément à la hauteur des enjeux. Je ne vais pas revenir dessus trop longtemps, mais globalement, quand on parle de la hauteur des enjeux, l'Union européenne est en train d'adopter sa loi climat, qui est censée être la pièce centrale, la pièce phare de ce nouveau Green Deal, et la position qui devrait certainement être celle de la fin des négociations actuelles, même si le Parlement a demandé d'aller un petit peu plus loin,
c'est de réduire de 55% nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, ce qui est bien insuffisant puisque selon les scientifiques, ça nous emmène sur une trajectoire à plus de 2 degrés Celsius. Donc voilà, en tout cas dans les 5 années que compte la mandature, les objectifs supposément censés faire de l'Europe la leader du climat et protéger notre planète est bien en deçà de ce qu'il faudrait faire, sans compter ce que je vous disais tout à l'heure, qu'il n'y a aucun véritable projet pour modifier en profondeur notre économie, ce qui serait nécessaire. Mais donc, dans ce cadre-là, quelle est la place des énergies fossiles? Je vous l'ai dit, on est en train de sortir du charbon, il y a des négociations avec la Pologne et d'autres pays en Europe de l'Est, mais globalement, on est en train d'en sortir. On sort aussi du pétrole. Alors, quand je dis on sort du pétrole, ça veut dire on sort du pétrole comme devant recevoir des investissements publics. Ça exclut la question quand même des crédits à l'export, des soutiens à des projets extérieurs comme voilà, dans différents pays du monde, on en a un petit peu parlé. Mais sur ce qui concerne le territoire de l'Union, où il n'y a plus beaucoup de pétrole non plus, on est quand même en train d'en sortir. Donc, ce qui reste comme solution de transition, donc, c'est le gaz. Et là, on a une grosse bataille, des avancées, mais aussi des reculs. Par exemple, sur les projets qu'on peut développer sur le sol européen, il y a des financements possibles à travers les fonds régionaux, qui sont parmi les plus gros fonds, bien après la PAC, mais quand même d'investissement de l'Union sur le territoire européen. Et là, on a un recul, puisque début 2019, avant les élections européennes, avant l'annonce de ce fameux Green Deal, le Parlement européen avait voté pour qu'on exclue le gaz de ces fonds de cohésion régionaux. Eh bien, manque de peau, la nouvelle mandature, non pas sur proposition de la Commission, mais sur proposition du Parlement européen lui-même, qui est censé des fois être, qui a jusqu'à maintenant en fait été en avance sur la Commission et le Conseil en matière écologique, eh bien cette fois c'est le Parlement européen qui remet le gaz comme étant un investissement potentiel par ces fonds de cohésion, ces fonds régionaux qui viennent financer des projets et des infrastructures sur le territoire de l'Union européenne au sein des États membres. C'est une bataille qu'on a du coup perdue. Quand je dis on, c'est le camp anti-gaz, anti-énergie fossile. Et ce qui est curieux, c'est que le Parlement essayait aussi de mettre le gaz dans le fonds de transition juste. Donc, c'est là aussi particulièrement scandaleux, puisqu'on parle d'un fonds de transition qui est censé nous mener justement vers nos objectifs climatiques. Et là aussi, le Parlement européen a défendu le fait que le gaz puisse recevoir des fonds de l'Union européenne pour cette transition. À ce moment-là, c'est le Conseil, donc les États membres, qui ont dit non mais ça ne va pas. Si on fait un fonds de transition, c'est justement pour transitionner, c'est-à-dire sortir des énergies fossiles, c'est-à-dire sortir du gaz. C'est dommage parce que si on a gagné dans le cadre du fonds de transition juste, le Conseil ne s'est donc pas opposé à l'utilisation du gaz dans les fonds de cohésion et régionaux. Et juste pour vous dire, lors du précédent budget de 2014 à 2020, près de 10% des fonds de la politique de cohésion, enfin moins de 10% des fonds de la politique de cohésion avaient été investis dans les énergies renouvelables. Ça montre le chemin qu'il faut faire pour prendre des fonds aux énergies fossiles et les mettre dans les énergies renouvelables. On a aussi mené cette bataille, évidemment, dans le cadre des plans de relance, puisqu'on n'a jamais sorti autant d'argent que ça, jamais mobilisé autant d'argent que ça pour l'économie européenne. Donc, il fallait mener cette bataille de sortir des énergies fossiles. Et là aussi, le résultat est contrasté. Alors, pour l'instant, ce fonds de relance, il est bloqué, mais il va être débloqué un jour, on en est quasiment certain. Et ce qu'on a réussi à obtenir seulement, c'est que 37% de ces plans de relance soient consacrés à la question climatique et que le reste respecte le principe du do no harm principle, c'est-à-dire ne porte pas atteinte à l'environnement. Et les critères vont être élaborés dans le cadre de la taxonomie, j'y reviendrai. On a demandé explicitement l'exclusion du gaz de ces plans de relance. On l'a obtenu d'abord en commission environnement et on s'est fait envoyer balader par le reste du Parlement européen qui est donc, vous l'aurez compris, après tous ces points, plutôt pro-gaz que anti-gaz, ou en tout cas souhaite laisser une marge pour le gaz pour qu'il puisse être développé et recevoir des fonds publics. Alors, l'enjeu majeur, c'est celui des infrastructures énergétiques. Parce que quand on construit des infrastructures, il y a une bonne dose d'argent public dedans la plupart du temps, et ce sont des infrastructures qui dessinent le modèle énergétique de l'Union européenne pour les 30 à 40 prochaines années. Et en général, quand on construit des infrastructures, on fait tout pour les utiliser. C'est-à-dire que quand on construit des gazoducs
ou des pipelines pour le pétrole, mais là, c'est plus du coup dans les financements. Mais quand on construit des gazoducs, on a envie de mettre du gaz dedans parce qu'il faut bien rentabiliser l'investissement. Donc, c'est même une incitation à utiliser de plus en plus d'énergie fossile. Et donc, dans ce cadre-là, il y a encore des milliards d'euros qui sont susceptibles d'être mobilisés, de l'argent privé, mais aussi encore de l'argent public, alors même que nous n'avons plus besoin, selon un cabinet, le cabinet Artelis, qui est un cabinet de conseil de l'industrie gazière, en règle générale, qui travaille beaucoup pour l'industrie gazière, et bien ce cabinet-là a fait une étude, pas pour l'industrie gazière, mais pour l'Union européenne, et ils disent qu'on n'a plus besoin de nouvelles infrastructures de gaz dans les prochaines années en Europe. En réalité, on a déjà tout ce qu'il nous faut. Il y a encore un rapport qui est sorti là il y a quelques jours, je vais vous mettre quelques liens à la fin de mon intervention dans le chat. Il y a encore un rapport qui est sorti et qui montre que ce qui compte, enfin, ce qui est supposé être mobilisé aujourd'hui comme investissement dans les prochaines années, c'est 87 milliards d'euros pour ces infrastructures gazières dont on n'a donc plus besoin. Et dans les 2 dernières années, c'est 32 projets d'infrastructures d'énergie fossile qui ont reçu des financements européens. On donne quelques exemples sur mon Instagram il y a 2 mois si vous remontez un peu. Mais voilà, vous pouvez aller regarder. Et donc là, on se bat. Il y a une législation qui va être adoptée là en ce moment. On est en pleine bagarre au Parlement européen sur la réforme du règlement sur les infrastructures énergétiques. C'est la TENI en anglais ou le RTE en français. Et on essaye de se battre pour qu'il n'y ait pas de place pour les énergies fossiles. La Commission a proposé qu'il n'y ait plus de financement des énergies fossiles, mais évidemment, il y a des trous à l'intérieur, des trous pour le gaz naturel, évidemment, mais aussi, on dit qu'on va produire des gazoducs qui seront pour l'hydrogène, mais dans lesquels on pourra mettre du gaz, en tout cas au moins au départ, alors qu'en réalité, pour l'hydrogène, on n'a pas besoin de grands gazoducs, parce qu'on a besoin d'un hydrogène qui est produit localement, qui soit 100% d'énergie renouvelable et pas issu d'énergie fossile, parce que sinon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on construit des gazoducs, on a envie de mettre du gaz dedans. Et donc, en réalité, on se noue les mains, on se lie les mains pour toutes les années à venir. Alors, cette bataille pour le gaz, elle est menée à fond de balle par les lobbies, j'y reviendrai, elle est menée dans tous les domaines. Je vous ai parlé un petit peu d'hydrogène à l'instant, elle est aussi menée dans le cadre de la stratégie de l'hydrogène, elle est menée quand on parle de la loi climat, du lien avec la charte de l'énergie, avec les différents accords d'investissement. Elle est menée aussi dans le cadre de la réforme de la PAC et de toutes les politiques agricoles, puisque le gaz est aussi utilisé notamment pour des engrais. Voilà, donc on l'amène partout. Aussi sur les guidelines pour les entreprises, donc les nouvelles règles d'encadrement de l'activité des entreprises, et évidemment sur la taxonomie. La taxonomie qui est quant à elle censée venir dire ce qui est un investissement vert, un actif financier vert, ou un actif financier brun. Alors, on a déjà perdu parce qu'il n'y aura pas de liste brune des activités dans lesquelles il ne faut pas investir, dans lesquelles on aurait souhaité aimer voir le gaz, évidemment. Et à contrario, dans cette liste des activités vertes, eh ben, on est en train de perdre la bataille puisque des lobbies à fond les ballons, mais aussi des États comme la France, alliés avec la Hongrie de Viktor Orban, ont demandé à ce que le gaz, comme le nucléaire, puisse faire partie des actifs verts de cette taxonomie qui est en cours de négociation. Et manifestement, je n'ai pas réussi à trouver la source exacte, mais le président de la commission environnement du Parlement européen, un monsieur que l'on connaît plutôt bien en France, qui a été élu sur la liste des LREM, un certain Pascal Canfin, défend lui aussi le fait qu'on intègre le gaz dans ces actifs verts de la taxonomie. J'ai plein de trucs à vous dire, mais le temps passe, donc je veux juste vous raconter une petite anecdote avant de passer sur le poids des lobbies au sein de l'Union européenne. L'année dernière, on a adopté, il y a 1 an et demi, je me perds dans le temps, bref, les projets d'infrastructures qui peuvent être financés par l'Union européenne. C'est ce qu'on appelle la PCI list, la liste des projets d'intérêt communautaire. On s'était battu, on avait déposé avec une centaine de députés, alors pas de tous bords, mais de la gauche, la FI en France à Renew, donc LREM en France, on avait déposé une motion demandant à ce que le gaz ne puisse pas être financé par l'Union européenne. On aurait peut-être pu la gagner, quoique la majorité est encore pro-gaz, mais en tout cas, on n'a même pas été capable de mener à bien et au bout ce travail-là, parce que Pascal Canfin a demandé à Frans Timmermans, qui est le vice-président de l'Union européenne en charge du Green Deal, de faire un tweet disant qu'il s'engageait à Green Deal checker, donc à vérifier la durabilité des investissements dans les projets de gaz. Et alors, c'était un jeu du chat et de la souris complètement ridicule, puisqu'on a du coup demandé
mais alors, un Green Deal check, ça veut dire quoi? Est-ce qu'il y a des critères? On nous a dit oui, on a mis le critère du Green Deal check dans les guidelines de ce qui peut être financé ou pas. Donc, on dit, OK, donc quels sont les guidelines de ce qui peut être financé ou pas? Ah ben, on a inscrit qu'il fallait faire un Green Deal check. Voilà. Donc, c'est le serpent qui se mord la queue. En réalité, il n'y a pas encore de véritables conditions d'investissement dans ces infrastructures, raison pour laquelle on se bat d'autant plus sur ce règlement des infrastructures pour pouvoir en exclure explicitement toute subvention publique qui pourrait être attribuée aux énergies fossiles. Mais évidemment, pour faire ça, pour qu'on puisse décider pleinement en s'appuyant sur la science et dans la transparence et le respect de la démocratie, il faut pouvoir virer les lobbies des énergies fossiles des institutions de l'Union européenne, de là où ça se décide. Et là, on a beaucoup de chemin à parcourir. Alors, on le sait, un certain nombre de grandes entreprises du pétrole et du gaz et du charbon sont responsables de beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre. Elles en tirent beaucoup d'argent encore aujourd'hui. On en a parlé, mais elles dépensent aussi beaucoup d'argent en lobbying. Alors, selon les informations publiques, c'est 123 millions d'euros qui ont été dépensés entre 2010 et 2018 pour faire pression sur les institutions européennes. Mais selon les ONG qui ont été creusées un peu plus loin et essayé de lire à travers les lignes, c'est pas 123, mais 250 millions qui ont été dépensés par un petit nombre de firmes qui ont plus de 200 lobbyistes présents autour des institutions européennes et qui organisent environ un meeting par semaine avec les décideurs de l'Union européenne. Alors, j'ai écrit sur mon papier, c'est un lobbying chevronné, c'était un petit jeu de mots, mais voilà. Pour se battre pour ce qu'on appelle une fossil free politics, il y a une coalition d'associations qui existe, qui se bat, qui pousse beaucoup de propositions, notamment le fait de dire les lobbies, les entreprises du pétrole, du gaz, du charbon, etc., n'ont pas le droit de financer des institutions comme le Conseil européen qui a des sponsors. Tous les 6 mois, ça change de sponsor en fonction des présidences, mais aussi des rencontres internationales comme la COP26. Il faut encore qu'on se mobilise, qu'on ne lâche pas. On n'est pas prêt d'y arriver, mais il ne faut pas lâcher, il faut faire monter la pression. Mais il y a d'autres solutions aussi. Il y a quelques années, Monsanto a été exclu du Parlement européen. Ce serait bien de le faire avec les entreprises des énergies fossiles, mais pour cela, il faut qu'elles ne respectent pas une loi de l'Union européenne. Le problème, c'est qu'il y a tellement peu de lois pour les encadrer qu'on ne peut pas prouver qu'elles ne les respectent pas, puisque pour l'instant, elles sont toutes élaborées à leur service. Donc ça, c'est un peu compliqué. Donc on a essayé, dans le cadre des débats sur la création d'une autorité d'éthique de l'Union européenne, de demander à ce qu'on ait une révision des règles qui encadrent ces énergies fossiles. Par exemple, le fait de dire qu'il faut plus de 2 ans entre le moment où une personne qui travaille pour une entreprise du fossile, comme le haut représentant à l'Union Borrell, viennent travailler et avoir des fonctions publiques au sein de l'Union européenne ou vice-versa. Une fois qu'on a été décideur public, on a une cooling period de plusieurs années avant de pouvoir retourner travailler dans les fossiles. On n'arrive pas à avancer. On n'arrive pas à avancer non plus sur le fait de dire qu'il faut donc que ces entreprises des fossiles n'aient pas leur place dans les institutions européennes, mais on n'arrive pas à avancer non plus sur le fait de dire qu'on doit faire reposer nos choix énergétiques sur le choix citoyen et non pas sur le choix de ces lobbies. Et là encore, j'en reviens à ce règlement sur les infrastructures des énergies fossiles parce qu'il est particulièrement gênant. Il dénote d'un conflit d'intérêts extrême, y compris de l'avis de plusieurs grandes entreprises européennes. Pourquoi? Parce qu'en réalité, je suis sûre que beaucoup d'entre vous, en tout cas, ne le savaient pas, mais quand l'Union européenne se dit « mais vers quel scénario énergétique je vais aller dans le futur ?» Elle ne se le demande pas de manière indépendante en demandant à des scientifiques de réaliser des scénarios, etc. Non. Elle demande aux entreprises et aux opérateurs gaziers et d'électricité, mais gaziers aussi, de leur fournir des scénarios sur lesquels la Commission européenne met un estampille, un timbre d'acceptation. Elle leur dit « OK, donc vous voulez faire quoi? Ah, vous voulez développer tel et tel gazoduc. » Par ailleurs, c'est beaucoup des gazoducs transfrontaliers, puisqu'évidemment, les énergies fossiles, ça a besoin de se transporter. Ce n'est pas du produit local, c'est du produit loin et ramené sur place. Et donc, on construit des énormes infrastructures à travers l'Union européenne. Tout ça parce que les opérateurs gaziers voulaient faire des profits. Et donc, on dit qu'on avait encore plus besoin de gaz. Or, je vous l'ai dit tout à l'heure, nous n'avons plus besoin d'infrastructures gazières dans l'Union européenne. On est censé décroître notre consommation de gaz de 36% d'ici à 2030 pour tenir nos objectifs climatiques. Et par ailleurs, on le sait aussi, 90%, 91 très exactement, des fonds publics déversés par l'Union européenne vont dans les poches de ceux qui ont suggéré les scénarios
de développement des infrastructures énergétiques, et on a une surestimation continue des besoins de l'Union européenne par ces opérateurs gaziers contre lesquels il faut absolument qu'on se batte. Et donc, pour cela, notre proposition, c'est non seulement d'avoir un Haut Conseil pour le climat européen pour pouvoir éclairer d'un jour nouveau toutes les décisions qui peuvent avoir trait au climat ou d'ailleurs au-delà du climat, au vivant, au niveau de l'Union européenne, mais aussi d'avoir un conseil des infrastructures énergétiques qui puisse venir assurer la transparence, sortir les lobbies des décisionnaires. Ils peuvent être consultés, évidemment, les opérateurs gaziers, c'est normal, mais pas plus que consultés, et qu'il y ait une présence à la fois des scientifiques et des ONG, des représentants de la société civile, des ONG générales, mais aussi des ONG locales, dans l'élaboration de ces scénarios, puisqu'on sait aussi que les gazoducs passent là où les populations ont le moins de possibilités d'y résister, et souvent en omettant de manière fort opportune de les consulter. Voilà, donc tout ça, ce sont les batailles qu'on mène, mon équipe. Je vous ai dit une centaine de députés qui sont vraiment sur notre position. On ne sait pas si on va gagner ou pas, on va essayer, et je vous envoie quelques liens vers quelques campagnes des ONG, mais aussi la campagne qu'on mène avec mon équipe pour pouvoir créer ce conseil, ce nouveau conseil des infrastructures énergétiques, et pouvoir enfin sortir l'Europe des énergies fossiles. Merci Marie, c'est vraiment très passionnant. Je suis en train de jongler avec le Zoom. Voilà, en tout cas, merci beaucoup pour de nous avoir suivis pendant 1 heure et demie. Moi, j'entends toujours cette question qui revient, mais donc, alors, qu'est-ce qu'on fait? Et en fait, on vous a livré beaucoup de pistes pour se constituer en contre-pouvoir face à l'industrie fossile. Hélas, évidemment, on ne peut pas renverser ce gigantesque pouvoir d'un coup de baguette magique, mais on peut soutenir déjà les populations qui luttent contre les nouveaux projets, que ce soit en Afrique avec la pipeline EACOP, ou en Mozambique, mais aussi en Italie. Je vous ai partagé, par exemple, une caisse de soutien aux activistes du mouvement Notable. C'était un énorme gazoduc qui venait d'Azerbaïdjan. Et en fait, quand je dis les activistes, c'est juste les populations locales. En fait, la résistance a été menée aussi principalement par des grands-mères, des agriculteurs qui ne voulaient pas voir leurs oliviers centenaires également déracinés, et leurs moyens de subsistance également bien détruits. Et ils ont été condamnés avec des peines très dures, allant jusque de la prison, alors que c'était des actions de désobéissance non violentes. Donc voilà un moyen d'agir. Un autre moyen, on en a parlé, c'est de s'inscrire dans des campagnes de désinvestissement. Vous pouvez suivre nos campagnes à 350, que ce soit 350 France, 350 Afrique, 350 Europe. On donne toujours beaucoup de moyens de s'organiser. Alors après, évidemment, et c'est pour ça qu'on est en ligne aujourd'hui, les possibilités d'action, elles sont limitées par ce contexte de pandémie. Mais justement, c'est l'occasion de s'assurer que justement cette reprise, elle soit juste. Or, on voit qu'il y a beaucoup de plans de relance, comme pointé du doigt Marie, qui continuent à en fait, soutenir le statu quo, continuent à soutenir cette industrie. Donc on peut continuer à être actif de manière digitale. D'ailleurs, j'en profite pour vous partager aussi cette pétition que nous, on s'apprête à remettre à Paris, qui demande à la BPI, à Bruno Le Maire, à Emmanuel Macron de ne pas accorder une garantie de 700 millions d'euros à Total pour qu'ils puissent faire leur nouveau projet dans l'Arctique, qui s'appelle Arctic LNG 2. Donc je pense que rien que le développement de ce nouveau projet, ça devrait servir à illustrer pourquoi non, il n'y a pas de conversion de l'industrie fossile, y compris de Total. Et puis, évidemment, vous pouvez suivre les Amis de la Terre, qui mènent également des campagnes de désinvestissement. Et puis, si vous voulez rejoindre des groupes locaux, alors toutes ces associations, elles n'émaillent pas nécessairement le territoire, mais il y en a. Je vous conseille de regarder ATTAC, qui milite aussi pour
pour ce but, Alternatiba, ANV COP21, notamment, qui en tout cas font des campagnes dans ce sens. Après, vous pouvez aussi créer votre groupe avec votre groupe de campagne qui se fixerait ses propres objectifs. J'en profite, ça me fait penser à une campagne qu'on a développée aussi avec notre affaire à tous. Après, le maire de New York avait porté plainte contre Exxon pour les dommages climatiques en fait, que subissait la ville à cause donc, des principaux pollueurs. Et donc, il y a eu cette réplique un peu dans le contexte français avec plus d'une vingtaine de maires qui donc, mènent une action en justice contre Total. Parce qu'ils ne respectent pas les engagements qui sont censés exister. Donc, vous pouvez à nouveau regarder sur le site zerofossile.org. Il y a aussi un manuel sur comment commencer ce type de campagne. Vous pouvez évidemment, il y a des contacts qui sont sur ces pages pour vous mettre en contact avec les amis de notre affaire à tous ou nous. Et puis, ensuite, évidemment, faire pression sur les politiques, toutes les décisions qui se prennent au jour le jour. Il y a des manières créatives de le faire, que ce soit aller les poursuivre sur leur Instagram, comme j'ai découvert aujourd'hui que Bruno Le Maire avait un Instagram. Donc, que ce soit sur leur Instagram, sur Twitter, sur LinkedIn. Twitter, c'est quand même un bel outil. Pareil, quand l'Express fait sa une, vous pouvez leur envoyer des courriers pour leur dire à quel point vous êtes scandalisés. Vous pouvez avoir l'impression que c'est vraiment peu de choses, mais c'est justement parce qu'on a une stratégie commune que les petits ruisseaux font donc des grandes rivières. Donc, merci à nouveau pour votre engagement. On est presque à l'heure. Vous savez que le programme n'est pas fini. Il y a la session culturelle qui vient de commencer, donc avec des super concerts. Et puis, il y a toutes ces sessions jusqu'à dimanche, dont certaines sont traduites en français. Si vous n'êtes pas à l'aise en anglais, regardez bien lesquelles sont en français. Et en tout cas, n'hésitez pas à m'écrire un message. Moi, je suis joignable, comme les autres intervenants, sur le portail du Just Recovery. Et merci à nouveau. Au revoir tout le Merci monde. beaucoup. Merci. Merci, bravo.